Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Comment ça va, toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de loi 25, puisque l'adoption est. Pas l'adoption. La deuxième phase de mise en application des règles ou des éléments sont à notre porte et c'est le volet le plus majeur qui s'en vient d'application. Donc, on a pris l'occasion de faire 2 épisodes qui vont justement discuter des éléments et des lignes directrices qui ont été émises par rapport à ça. Je vais te laisser commencer, puis je vais poser des questions comme d'habitude. Bien, oui, tout à fait. Effectivement, que le 22 septembre prochain, 22 septembre 2023, pour ceux qui nous écoutent dans plus longtemps, la vaste majorité, en fait, il y a un seul article, une seule disposition qui va rester entrer en vigueur en 2024, c'est le droit à la portabilité, mais sinon l'entièreté de la loi 25, ou du moins certaines dispositions étaient entrées en vigueur en 2022, mais si on veut, 90% de ce qui est contenu dans cette loi-là rentre en vigueur le 22 septembre, donc c'est vraiment l'échéance principale pour la conformité qui vient avec une panoplie de nouvelles exigences, de nouvelles obligations. On en a déjà parlé du projet de loi 64 à l'époque sur ce podcast, mais là ça devient très très concret. Je pense que plusieurs organisations ont déjà commencé leur travail pour se mettre conforme sur les principales duplications. Mais c'est sûr que tout ce dont on parlait, puis on disait ça s'en vient, ça va être important, prenez ça en considération, mais là c'est vrai. Puis là, on va vraiment voir des changements dans les pratiques, on va voir des changements sur les sites web, on va voir des changements à l'interne, on va voir des changements sur une panoplie de choses. Puis je pense que beaucoup d'organisations sont en train de mettre en place les changements. C'est ça qui peut être compliqué parce que sur le papier, c'est une chose. Dans la pratique, c'en est une autre. Donc, ça s'en vient. Puis, un des aspects majeurs, l'aspect peut-être le plus important, c'est toute la question du consentement dont on va discuter aujourd'hui. Oui, ben c'est l'élément, justement, qui vient, comme tu le mentionnes, qui est central, justement, qui va changer beaucoup de pratiques parce qu'on n'avait pas l'habitude d'aborder les choses comme ça. Ou, ce soit les gens qui étaient plus à cheval parce que les modifications nous amènent ailleurs, dont les pénalités. Puis là, ça nous oblige à prendre en compte ces éléments-là sérieusement. Fait que ça, puis pour ceux qui sont habitués au RGPD, c'est déjà en action. On n'a pas exactement le même régime que le RGPD. Fait que faites attention. Présumez pas que parce que vous êtes conforme RGPD, vous êtes conforme loi 25. Il y a des nuances qui sont importantes et qui pourraient être dangereuses. Puis justement, je vais te laisser expliquer un peu qu'est-ce que le consentement dans le contexte de ce qui s'en vient et comment ces éléments-là vont avoir des impacts sur nos pratiques, du moins au Québec. Oui, ben c'est un bon point, effectivement, que le consentement, c'est assez différent dans la place du consentement dans le régime québécois, donc la loi sur le secteur privé ou la loi sur l'accès dans le secteur public, là, qui sont les deux modifiés par la loi 25. C'est assez différent dans notre régime que dans le régime européen. Où est-ce que dans le régime européen, il y a d'autres bases juridiques, d'autres fondements juridiques qui permettent aux organisations de collecter des données, de les utiliser, puis tout ça. Donc, ça va se refléter dans leur pratique, tandis que nous, on a une seule base juridique qui est le consentement. Donc, sa place est plus présente. Donc, c'est pour ça que si on est conforme au RGPD, bien, on va peut-être utiliser des bases juridiques qui n'existent pas dans nos lois ici. Et donc, on ne pourra pas recueillir des données pour les utiliser sur ces fondements-là. On va rajouter nos pratiques pour se conformer au consentement, justement. Puis, je dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont introduites par la loi 25, mais en même temps, le consentement était déjà notre seule base juridique avant cette adoption-là. Nos lois datent bien avant le projet de loi 64 et tout ça. Donc, le consentement était déjà requis de façon générale, si on veut, pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels, sous réserve de certaines exceptions dans la loi. Je dirais que la loi 25 et là, les nouvelles lignes directrices dont on va discuter viennent clarifier peut-être un peu, la situation juridique tout en créant des nouvelles zones grises, bien sûr, parce que nouveau droit égale nouvelle zone grise, mais disons qu'avant, le consentement disait « OK, oui, c'est nécessaire, on est correct », mais c'était pas 100% clair exactement ce qu'on devait faire. Là, ça commence à l'être un peu plus, c'est-à-dire que il y a
de façon générale, sous réserve de certaines exceptions, mais ça va prendre un consentement pour recueillir des renseignements personnels. Ce consentement-là, par contre, il y a différentes formes. Puis c'est vraiment dans la forme du consentement que on voit des impacts concrets. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement toujours un j'accepte, un bouton, une signature, un consentement express. Là. C'est pas toujours ça qui est requis. Il y a des situations où est-ce qu'un consentement qu'on dit implicite ou présumé, là, dépendamment de où on se situe dans la loi, va être valide. Et donc là, c'est ça que les organisations sont en train de faire, c'est de réviser leur processus pour s'assurer que leur forme de consentement est adéquate pour les types de données qu'ils vont recueillir. Puis, c'est ça qui si on veut, la loi 25 est venue reconnaître comme étant valide, alors qu'avant, c'était pas tout à fait reconnu. C'était écrit consentement, mais on savait pas tout à fait ça valeur de quoi. Là, maintenant, à partir du 22 septembre, le fait d'avoir un consentement par le biais d'une politique de confidentialité, ça va être acceptable à condition qu'on a été suffisamment transparent avec les individus. Du moins, lorsque les renseignements qu'on collecte sont pas sensibles. C'est-à-dire que c'est pas des renseignements médicaux ou des renseignements biométriques ou vraiment des renseignements intimes par rapport aux individus. Si c'est des renseignements personnels plus standards, comme ton nom, ton adresse, puis dans une certaine mesure de ton historique d'achat sur Internet, mais tout ça va être assujetti aux conditions décrites dans la politique de confidentialité, qui est la fameuse politique qu'on accède en allant souvent dans le bandeau des sites web, qui va par ailleurs être rendue obligatoire par la loi 25 dès lors qu'on collecte des données sur le web. Donc ça va s'appliquer, si on veut, à énormément d'organisations, parce que recueillir des renseignements sur le web, c'est pas nécessairement juste remplir un formulaire. Ça peut être juste utiliser certaines technologies qui vont recueillir des données sur un utilisateur. Puis là, pof, on va devoir avoir une politique de confidentialité. Donc, cette espèce de logique-là, on obtient le consentement par notre politique de confidentialité qui, elle, doit informer de certains éléments, là, donc pourquoi on utilise les données, à qui est-ce qu'on peut les partager, quel type de données on recueille, quels sont vos droits par rapport à ça. Bien ça va se formaliser. Là, bientôt, là, après le 22 septembre, c'est ça que les organisations sont en train de mettre en place, cette espèce d'architecture-là de consentement présumé, puis qui va aussi peut-être se différencier par certaines organisations sur comment est-ce qu'on met en évidence le fait que quand vous nous partagez vos renseignements personnels, vous devriez regarder notre politique. On est habitué des fois quand on a un nouveau produit, un nouveau service, ils nous l'affichent tout de suite, là, la politique, mais des fois sur le web, c'est pas si clair que ça. On n'est pas nécessairement conscient qu'il y a une politique, donc peut-être qu'il va falloir s'attendre à ce que maintenant, il y ait davantage là, de bandeaux, d'endroits sur un site web qu'on dit « Consultez notre politique pour voir comment est-ce que vos renseignements sont traités ». Vous avez peut-être même déjà reçu des courriels de différentes organisations, différentes entreprises auxquelles vous êtes abonnés, qui disent « hey, on a modifié notre politique, regardez ça ». Donc ça, c'est un peu en réaction à ces exigences-là là, qui s'en viennent. C'est intéressant parce que cette notion-là, elle est fondamentalement différente du RGPD et dont les cookies aussi est un élément qui est très différent dans la loi québécoise versus le RGPD. Et ben, heureusement ou malheureusement, les raccourcis qui sont utilisés, à ce que j'ai pu constater, c'est que l'autorisation de cookies maintenant est rendue, dès qu'on est d'un IP qui est du Québec, on est sur le même fonctionnement que les Européens. Fait que maintenant, on doit configurer, on doit accepter les cookies, on doit accepter les choses. Ça ne pousse pas à accepter la politique de sécurité, la politique de confidentialité, comme tu mentionnes, mais ça nous ramène sur la notion de cookie. Fait que des fois, il y a un peu de mélange sur le concept là, pour la mise en application. Oui, c'est 100%. C'est sûr que je pense que la manière de le voir le plus simplement, là, du point de vue de la loi 25 et du Québec, c'est que la notion des cookies est un peu traitée séparément de le régime général de consentement au traitement de ces renseignements personnels qu'on va fournir en utilisant le service ou en commandant quelque chose en ligne. Voilà. Si on veut, il y a des dispositions spécifiques qui viennent réglementer l'utilisation de différentes technologies qui peuvent faire du profilage ou qui peuvent te localiser. Ce type de technologies-là sont assujetties à une norme supérieure qui demande qu'on vous en informe puis que vous puissiez les activer. Et donc,
pour mettre ça en langage illustré et concret, on vous présente une petite bannière quand vous arrivez sur le site web qui vous demande de l'activer. Donc ça, ce qu'on est maintenant habitué de voir quand on visite certains sites européens, surtout, on va commencer à le voir pas mal au Québec. Ça se peut qu'il y a quand même des distinctions entre l'Europe et le Québec parce que, si on veut, là, au Québec, c'est pas nécessairement tous les cookies qui seraient assujettis à ça. Donc, une organisation pourrait dire, OK, moi, les cookies que j'utilise qui font juste des statistiques générales sur l'utilisation de mes sites et tout ça, c'est pas nécessairement un profilage, donc je vais les activer, tout ça. Donc, il y a un petit peu plus de flexibilité, si on veut. Mais c'est vrai que une organisation qui a désactivé tous ces cookies non essentiels pour être conforme aux droits européens, puis qui les fait activer par les utilisateurs pourrait faire exactement la même chose au Québec puis être conforme avec la loi 25. Donc ça, il y a des organisations effectivement qui prennent cette tangente-là. Puis ça permet de alléger un peu aussi les politiques de confidentialité, parce qu'avant, des fois, on mélangeait cookies et pas cookies dans les politiques de confidentialité, puis là, ça en faisait beaucoup. Tandis que maintenant, avec le fait d'avoir une bannière spécifique, puis de plus en plus là, des outils de gestion des préférences, là, comme on commence à voir. Là, si on rentre sur un site, on peut activer les cookies qui sont analytiques, des cookies qui permettent de faire de la publicité ciblée, ce genre de choses-là. Ça permet de mettre un niveau d'information ici et d'alléger un peu la politique de confidentialité également. Très intéressant, oui, puis très pertinent, puis de voir ça, puis bref, on commence à déjà être mis en contact avec ce changement-là de plus en plus important. Fait que ça fait des petits, puis c'est intéressant de le voir justement se matérialiser comme ça de plus en plus. Oui, puis je dirais que l'une des nouveautés qui, si on veut, crée un peu d'ambivalence dans le milieu, c'est que oui, la loi 25 puis nos nouvelles normes de consentement rentrent en vigueur le 22 septembre, sauf que cet été, la Commission d'accès à l'information, qui est responsable d'appliquer cette loi-là, a publié ses toutes premières lignes directrices de son histoire sur le consentement, justement, et qui aborde les dispositions de la loi 25, bien entendu, et qui sont assez longues, là, c'est plus d'une trentaine de pages, pour donner plus d'informations, puis vraiment faciliter l'application là, de la loi, puis tout ça. Sauf que ça va un petit peu dans tous les sens, ces lignes directrices-là, puis c'était un projet de ligne directrice, en fait, qui a été soumis à consultation publique, au public en général, mais de façon spécifique à différents intervenants. Mon cabinet a publié un mémoire pour commenter justement ces lignes directrices-là, mais la version finale des lignes directrices, elle, ne sera publiée qu'en octobre. Donc, c'est sûr que si on veut se conformer aux attentes de l'organisme responsable d'application de la loi, mais qu'on veut le faire avant le 22 septembre, c'est un petit peu complexe en ce moment parce qu'on a devant nous un document qui est préliminaire, du moins qui n'est pas final, sur lequel il y a quand même des dizaines d'intervenants qui ont fait beaucoup de commentaires parce que à certains égards, la commission est allée un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin que ce que la loi requiert. Donc, personne va dire, mais il y a peut-être un exercice de recentrage qui est nécessaire. Donc, en ce moment, c'est ça. Il y a aussi des organisations qui disent, 22 septembre, finalement, oui, c'est l'entrée en vigueur de la loi, mais là, si on veut être sûr de faire les choses comme il faut, peut-être que c'est plus octobre qu'il faut regarder pour ce qui est du consentement, du moins. Parce que les lignes directrices aident à certains égards, clarifient certains éléments, mais créent également d'autres questions sur d'autres points. Donc, c'est pour ça que en ce moment, si on veut, là, il y a un peu un flou à certains points parce que on se situe dans une situation où est-ce que oui, on a la loi d'un côté qu'on tente d'interpréter au mieux qu'on peut, mais d'un autre côté, on a l'interprétation de la Commission d'accès à l'information qui se réconcilie pas toujours fidèlement avec ce que la loi dit, ou du moins comment on pourrait interpréter la loi sur certains points. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être l'enjeu là, en ce moment. Ouais, ça présente des défis, puis c'est sûr que vous êtes dans un régime réglementaire comme le nôtre, législatif comme le nôtre, c'est justement, ça laisse beaucoup plus de flou. Mais en même temps, j'imagine qu'il va y avoir quand même une certaine section, une certaine
partie qui permet justement de quand même mettre en action un certain nombre de choses qu'on peut pas, tu sais, c'est pas l'ensemble du document qui est commenté, là. Non, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments qui apportent des clarifications, puis justement qui confirment que il existe, que confirme l'interprétation du mécanisme de consentement présumé, là, parce que je pourrais mettre au défi des gens là, d'aller lire la loi 25, là, puis les différents articles, puis de dire, OK, il est où là, le consentement à la politique de confidentialité là-dedans? C'est pas super clair, mais ça a été maintenant confirmé par la Commission d'accès à l'information, que bon, ça va être un régime qui fonctionne. Si on veut, il y a d'autres éléments. Par exemple, la Commission dit que, en règle générale, le consentement devrait toujours être express. Sauf que ça, la loi dit pas ça. La loi dit que le consentement devrait être express quand les renseignements sont sensibles. Et donc, à contrario, si les renseignements sont pas sensibles, c'est correct que le consentement soit pas express. Et justement, s'il y a d'autres manières d'obtenir un consentement reconnu par la loi, comme consentement par une politique, ça, consentement implicite, ça nous fait un peu comprendre que la loi dit pas que ces mesures-là sont exceptionnelles, elle veut juste dire qu'elles sont autorisées. C'est donc un peu aux organisations de voir, OK, est-ce que nos renseignements sont sensibles? Non, OK, comment est-ce que notre module de consentement fonctionne? Donc, c'est ça qu'on va offrir aux individus. Le fait de changer vers dire, en cas de doute, mettez du consentement express, ça change beaucoup de choses. Ça change le fait que là, il faut incorporer davantage de formulaires, il faut mettre de nouvelles notices sur les nouveaux avis sur les sites Internet, mettre des boîtes, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement ce que la loi requiert. Fait que c'est sûr que ça a surpris beaucoup de gens, cette affirmation-là. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Fait que c'est sûr que la notion de consentement est encore beaucoup, c'est ça, débattue, même s'il y a des nouvelles exigences, il y a aussi des nouvelles exceptions. Ça, c'est intéressant parce que là, les nouvelles exceptions permettent que pour certaines finalités, par exemple pour offrir un produit ou un service, pour lutter contre la fraude ou améliorer ses mesures de sécurité, il est possible d'utiliser des renseignements personnels sans consentement. Par contre, la Commission d'accès à l'information, elle nous dit, si vous demandez un consentement aux gens pour ces finalités-là, puis que la personne ne vous le donne pas, mais vous ne pouvez plus utiliser les exceptions au consentement qui sont reconnues par la loi. En d'autres termes, le consentement est irréversible, même si la loi, elle vous dit que c'est correct de faire ça. Les organisations se disent, nous, souvent, on demande un consentement pour plusieurs finalités. Puis là, si une personne refuse, puis que la loi nous dit que c'est correct de le faire, qu'est-ce qu'on est supposé faire prévaloir ici? Souvent, les exceptions au consentement sont là pour faciliter des opérations, des relations qui sont attendues, en fait, qui sont raisonnables. C'est-à-dire, si je commande un produit, je m'attends à ce que vous utilisez mon adresse pour me livrer le produit. Que je consente ou non. Mais il y a des choses qui nous semblent logiques d'un point de vue affaires ou entretien des systèmes. Là, tu parlais justement d'usage d'informations pour améliorer la sécurité des systèmes. C'est un élément important. Fait que dans ce moment-là, c'est effectivement très étrange qu'il y ait une contradiction au niveau des lignes directrices proposées. Justement, que si l'utilisateur refuse, ce serait comme s'il refusait de donner son adresse, mais on doit lui livrer un produit. On a une non-matérialisation du contrat de vente aussi dans ce contexte-là. Fait qu'on est comme dans une drôle de logique, là. Exact. Donc ça, c'est quelques exemples où je pense qu'il y a eu un élan des organisations publiques comme privées depuis 1 an, 2 ans, de réformer leur processus parce que là, on sait qu'une grosse réforme s'en vient. Puis quand les lignes directrices sont tombées cet été, c'est-à-dire quelques mois avant la grosse entrée en vigueur, ça a comme jeté un froid. Là. Ça a été un espèce d'effet de choc parce que là, ils se sont dit, ce qu'on a fait depuis 1 an, 2 ans en regardant la loi, finalement, c'était peut-être pas correct. Peut-être que ça ne marchera pas dans le futur, puis il faut qu'on recommence, puis tout ça. Puis là, les avocats ont dit, attendez une minute, là, la loi, c'est la loi, puis on va regarder ce qu'elle dit, puis on va discuter avec la Commission d'accès à l'information pour peut-être arriver à une interprétation commune. Bref, il y a certains éléments sur lesquels on est encore ambivalent. Ça, c'est sûr. Un autre point, c'est que maintenant, quand dans les politiques de confidentialité, ça va être mentionné que vous avez un droit de retirer votre consentement. Quand on donne un consentement, on peut le retirer. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais il n'y a rien qui dit s'il y a des limites au retrait de consentement. Donc, si on revient à l'exemple de fournir un produit, mettons que j'ai donné mon consentement, j'ai fait ma commande, puis là, une semaine plus tard, moi, la vie privée, ça me tient à cœur, puis j'ai peur que telle entreprise utilise mes données à des fins non légitimes. Puis là, j'envoie une demande, je retire mon consentement. D'accord, mais ça s'applique à quoi, ça? Est-ce que ça s'applique à tout ce qu'on peut faire avec vos renseignements personnels? Au prochain, est-ce qu'on annule votre commande? Ben, il n'y a rien qui est mentionné dans les lignes directrices, dans la loi, dans tout ça, sur comment est-ce qu'on traite ça, un retrait de consentement. L'exemple qu'on a le plus, ben, c'est les fameux courriels promo, là, qui sont ce qu'on appelle là, qui sont assujettis au pourriel, les lois anti-pourriel, qui vous permettent de vous désabonner rapidement quand vous recevez ça. Ça, c'est la loi qui exige ça. Ça, c'est un des exemples. Mais là, si on applique ça à n'importe quelle utilisation de renseignements personnels, on ne pourra pas d'envoyer des liens URL, des inscriptions, ça, vous pouvez vous désinscrire pour tout. Il va falloir que ça soit un peu encadré, à savoir qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un retrait versus qu'est-ce qui ne peut pas faire l'objet d'un retrait. Parce que la loi prévoit également qu'on ne peut pas forcer des gens à fournir des renseignements personnels, du moins rendre ça conditionnel à l'offre d'un produit ou un service, à moins que ce soit nécessaire pour offrir le produit, le service ou pour exécuter le contrat. Donc, on lit ici que si c'est nécessaire, vous ne pouvez pas vraiment refuser. Et si c'est pas nécessaire que vous pouvez refuser. Mais ça, la commission d'accès n'est pas venue le préciser. Donc, ça, c'est un autre une espèce de flou aussi, de dire, il y a peut-être que les gens vont dire, moi, je retire mon consentement, mais d'une certaine manière, le consentement, il vaut pour tout, mais une fois qu'on a accepté, on doit vivre avec le fait qu'on a accepté pour certaines finalités essentielles. Il y a comme une espèce de relation ici parce que on peut pas nécessairement se retirer à tout quand c'est essentiel, à moins de ne plus vouloir de relation avec telle organisation, puis de dire, OK, c'est terminé. Auquel cas, c'est aux organisations aussi à commencer à mettre des processus. Là, si je reçois ce type de demande-là, comment je traite ça? Parce que c'est pas quelque chose qui va se faire nécessairement à client-ciseau. Ouais, c'est pas tous les fournisseurs de services, surtout en ligne, qui ont justement cette facilité-là de détruire le compte au complet, donc de détruire l'existence qu'on a dans le système et donc de retirer la totalité de notre consentement sur que la compagnie possède ces informations sur nous. C'est très complexe, puis je trouve ça intéressant de l'aborder sous l'angle de la loi 25, puisque j'ai eu des mandats où il est arrivé où je devais fournir un fournisseur de service, tu dois faire disparaître l'information des personnes qui consomment le service, pas parce qu'on a une entente, parce qu'il y a une loi, mais parce que le client, dans sa préoccupation contractuelle, il veut qu'une fois que la prestation de service soit terminée, que l'information disparaisse. Et le fournisseur de service a eu énormément de misère à répondre à cet élément-là, puisqu'il n'était pas prêt à affronter ce genre de choses-là. Fait que dans un contexte de loi 25, j'en connais plusieurs fournisseurs, du moins au Québec, qui vont avoir une difficulté à mettre en œuvre la destruction du compte et la destruction complète du compte une fois que le service est fourni. Il y a des nuances, les contrats de carte de crédit exigent le retrait d'informations, la fraude, des choses comme ça. Mais au-delà de ces éléments-là qui sont légalement qui obligent la compagnie de détruire le restant de l'information, ça va être un casse-tête pour plusieurs compagnies. Oui, tout à fait. Puis un autre exemple un peu dans la même veine, c'est quand on parle de retrait de consentement, à quoi est-ce que ça peut s'appliquer? Là, les fournisseurs de services, les plateformes sont généralement très bonnes maintenant à lier le consentement au courriel de marketing. Ça se fait de façon automatisée. Quand on se désinscrit à ça, normalement, si ça a été bien fait, on n'en reçoit plus. Puis les bases de données du côté des clients, puis même quand c'est un fournisseur qui fait ces envois-là pour le client, il y a une communication qui se fait et tout. Maintenant, avec la faculté de retirer son consentement pour ce qui n'est pas essentiel pour le service. Donc, la publicité ciblée qu'on pourrait faire en utilisant plein de types de données qu'on a recueillies, soit avec des cookies ou d'autres formes de technologie, pour faire, c'est ça, de la publicité qui n'est pas un courriel auquel on peut se désinscrire, mais qui est une utilisation, si on veut, secondaire des renseignements personnels. Là, si on retire notre consentement à ça, que ce soit en allant dans notre compte, ajuster nos préférences pour les organisations qui ont ce type de plateforme, ou en écrivant directement à l'organisation, parce que
s'il n'y a pas d'autre moyen de retirer son consentement, c'est comme ça qu'on va le faire. Et là, il va falloir que les fournisseurs qui font ces analyses de données-là, puis offrent ces services de marketing-là, puis de publicité-là à des clients, les agences de marketing et tout ça, tout ce qui se fait en matière de marketing numérique, marketing digital, soient capables de faire le lien entre, OK, on a eu une demande de retrait de consentement à l'égard des finalités secondaires de marketing, ben là, ça veut dire qu'il faut qu'on aille identifier qu'est-ce qu'on a collecté, puis dans quelle campagne on a mis ça pour qu'on arrête de faire la publicité par rapport à ces données collectées-là sur cet individu-là. Donc ça va être tout un exercice de technique que les fournisseurs, puis souvent c'est des fournisseurs, des fois ça peut être fait en interne, mais je pense que c'est principalement des fournisseurs que ces services-là vont être capables pour devoir développer cette fonctionnalité-là, de faire le jumelage de OK, ben là, cette personne-là, elle avait accepté le marketing parce que ça faisait partie de son consentement général quand elle a accepté notre politique. Mais là, par la suite, elle a retiré son consentement. Donc là, il faut qu'on arrête de faire ça avec les données qu'on recueille sur cette personne-là. Ça va demander des ajustements. Ça va être assez funky. Puis je suis déjà en train de voir toutes les ramifications qui peuvent être associées d'un point de vue technologique. Ça va être toute qu'une aventure de devoir faire ça. Et j'ai juste en tête l'intelligence artificielle, la façon que les différentes compagnies utilisent des moteurs de cette nature-là, peu importe la nature du moteur, qui utilisent cette information-là et d'un coup, on retire notre consentement à l'utilisation de cette information-là en cours de chemin. Il y a des cassettes très importants à avoir et des réflexions très importantes à avoir sur qu'est-ce que ça peut avoir sur les modèles d'affaires, sur comment on mène nos choses et comment on manipule l'information des personnes qui consultent notre site ou consultent et consomment nos services. Oui, surtout que souvent, c'est une autre zone grise parce que est-ce que l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle peut constituer, si on veut, une finalité primaire, une finalité essentielle du service d'une organisation? Ben, c'est sûr que c'est pour prendre l'exemple des fameuses plateformes de streaming, sans personnalisation, sans développement de recommandations personnalisées basées sur l'intelligence artificielle, basées sur vos données, c'est plus le même produit, là. Ça devient un catalogue, ça devient une bibliothèque. Ça devient plus une plateforme qui vous fournit des découvertes musicales ou télévisuelles. Donc, c'est sûr que ça, c'est un point. Donc, peut-être que pour certains types d'organisations, il y en a qui vont dire, ben nous, on peut pas offrir un retrait à ça parce que c'est exactement là-dessus que notre produit est fait, mais ça n'a pas encore été approuvé ou refusé par le régulateur, par la commission. Ça n'a pas été testé essentiellement encore. Ça va être le test des tribunaux qui va être le chose. Ça va être ça là, qui va déterminer ou une décision d'enquête de la commission, là, un ou l'autre, là, qui va être vraiment très éclairant sur ce qu'on va pouvoir faire avec ça, parce que c'est très discutable que les recommandations sont nécessaires à la prestation de service en question. On va prendre, tu parlais des vidéos en ligne, YouTube est probablement le meilleur exemple. Est-ce que les recommandations qui nous sont faites, ou même Netflix à la limite, est-ce que ces recommandations-là sont nécessaires à la prestation de service? De mon point de vue, la réponse est non. Mais est-ce que je veux avoir ça comme consommateur parce que j'aime ça être guidé? Là, j'embarque dans un contexte là, je consens à ce que, parce que j'aime comme consommateur, utiliser, avoir ces éléments-là, ou je n'aime pas ça, puis retirez-moi là, de ces éléments-là. Fait que ça va être très intéressant de voir comment, les plateformes vont réagir et comment la loi va se faire tester de ce côté-là. Oui, parce que ça dépend aussi comment les modèles d'affaires puis les plateformes sont construites, ont été basées. Puis YouTube date, Netflix aussi date, là, il a modifié son modèle d'affaires plusieurs fois. Là. Ça a déjà été des disques, des films livrés par la poste, là, choses comme ça. Mais si on veut, quand on regarde ça, je pense que beaucoup de plateformes vont vouloir positionner leur modèle d'affaires comme étant basé sur la personnalisation et que si on atteint la personnalisation, on tue le modèle d'affaires et donc que ça pourrait pas être optionnel. Par contre, pour d'autres, parce que de la personnalisation, il y en a maintenant sur plein de sites web qui rendent des services qui sont vraiment pas tant liés à la personnalisation, mais qui vont agencer des choses pour fournir une meilleure expérience utilisateur, si on veut. Mais même pour ces
pour ces organisations-là, le fait de se retirer de ça, mettons, on se retire de la personnalisation, c'est optionnel. Ensuite, parce que toute la chaîne des informations, comment elles sont utilisées, comment elles sont converties, comment elles sont modifiées pour pouvoir entraîner des algorithmes qui, eux, après ça, permettent d'améliorer l'expérience utilisateur. C'est pas si évident que ça, là, de retracer, OK, ben ça, c'était les données de tel individu, ça, c'était les données de tel individu, on efface ça, là, les données, elles ont un cycle de vie, elles changent, elles sont modifiées et tout ça. Donc, ça va être pas certain à quel point ça va être applicable dans plusieurs contextes, tout ça, puis au final, ben, c'est peut-être vraiment l'aspect technique qui va avoir le gros bout du bâton, parce que si c'est techniquement réalisable, ben, ça va se faire, puis on va pouvoir, après ça, en amont, dire aux individus qu'on est capable de retirer leur consentement pour faire ça. Mais si c'est techniquement pas faisable, ben, probablement qu'on va pas permettre, ou du moins, on va pas être en mesure de traiter ces demandes-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux comme ça avec la loi 25, où est-ce qu'on regarde la loi, puis on dit, OK, on va essayer de structurer notre architecture, notre conformité, notre site web, pour que ça fonctionne comme ça. Ça nous semble bien conforme à la loi. Mais là, après ça, il va y avoir le test de, OK, mais là, les utilisateurs, ils rentrent, là, puis on voit comment ça marche, si on est capable de répondre à leurs demandes, tout ça, parce que s'il y a des choses qui mènent à des coups de sac, là, si on veut, ben, il va falloir s'adapter. Oui, ça va des choses à explorer. Il y a beaucoup de choses, d'éléments intéressants. C'est un premier survol du volet consentement. On va poursuivre dans un deuxième épisode parce que c'est quand même assez massif comme sujet, puis d'autres éléments de loi 25 qui tombent en action. Je te remercie énormément pour cette première contribution-là, puis justement d'arriver avec un petit pense-bête avant qu'on commence à rentrer là-dedans, puis de savoir dans quel tumulte, dans quel on s'aligne. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis effectivement, on a d'autres choses à rediscuter. Oui, merci.